Bonjour, je m'appelle Hassan Salam, je suis professeur à la faculté de médecine d'Alexandrie ici et aujourd'hui je vous parlerai de la ménopause et du climatério. Cette présentation fait partie de notre cours de gynéco-endocrinologique pour nos étudiants de premier cycle dans notre section française. Alors commençons par dire qu'est-ce que c'est que la ménopause. Alors la ménopause est un événement qui marque les dernières règles. C'est un événement. On peut le comparer à la ménarque. Alors, la ménarque, ce sont les premières règles. La ménopause, ce sont les dernières règles. Alors, comment on peut savoir que ce sont les dernières règles? On doit attendre 6 mois d'aménorrhée dans une femme âgée de plus de 45 ans plus, et ensuite faire le dosage de la FSH et être sûr que le dosage est élevé. Alors dans ce temps dit, alors ça c'était la ménopause. Bien sûr, la ménopause peut être précoce avant 45 ans, mais c'est comment on fait le diagnostic de la ménopause. L'âge moyen de la ménopause change d'un pays à l'autre. Au Royaume-Uni, c'est 51,3 ans. Au contraire, le climatério, c'est une période. C'est la période qui marque la transition de la fertilité à l'infertilité. Alors, ça occupe une décennie de 45 à 55 ans, par exemple. On peut le comparer à la puberté. Par exemple, la puberté, c'est la période qui suit la ménarque, et le climatério, c'est la période qui entoure la ménopause. Alors, le climatério est associé d'une grande variété de symptômes et de signes, des ajustements métaboliques, et bien sûr, il est causé par la réduction forte des niveaux des estrogènes circulantes. Alors, la ménopause peut prendre plusieurs formes. La ménopause naturelle, conventionnelle, mais il y a aussi la ménopause précoce, c'est-à-dire l'insuffisance ovarienne prématurée. Ensuite, aussi la ménopause peut être due à une chirurgie, alors c'est une ménopause chirurgicale, et aussi il y a d'autres causes de la ménopause. Et voilà la pathophysiologie de la ménopause naturelle. Et on sait que la jeune fille, quand elle est encore un fœtus, alors dans ses ovaires, il y a un grand nombre de follicules, d'ovocytes, plus que 2 ou 3 millions même. Par le temps qu'elle est née, alors il y a à peu près environ 1 million d'ovocytes dans les deux ovaires. Quand elle a 18 ans, alors ça diminue un peu, ça devient à peu près de 300 000 ovocytes dans les deux ovaires, et ensuite ça diminue avec le temps. La fertilité optimale, c'est peut-être entre 18 ans et 31 ans, 32 ans, parce que la fertilité commence à baisser dès les années trentaines, depuis 31, 32 ans, jusqu'à que, par exemple, par l'âge 40-41, les ovaires contiennent à peu près de 10 000 ovocytes dans les deux ovaires. Ensuite, par 45 ans, par exemple, il y a à peu près de 1 000 ovocytes, et ensuite la femme commence à avoir des cycles irréguliers, peut-être, ou finalement elle aura sa ménopause. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette ménopause naturelle? Il y a la baisse de la production d'inhibine, et ça entraîne une augmentation des valeurs de la FSH et aussi de la LH. Normalement, la FSH est moins de 5, mais pendant la ménopause, ça augmente jusqu'à plus que 20 unités internationales par litre. Aussi, la LH commence à augmenter au-delà de 20 unités internationales par litre. Et ces valeurs demeurent jusqu'à un âge avancé, et ensuite, en même temps, il y a une production d'androgènes qui est stimulée par le FSH et le LH, et qui est suivie par la conversion de cette androstérone en estrogène, et ça arrive dans le tissu adipeux. Alors, dans ce cas, le niveau de estrone commence à être plus élevé que le niveau d'estradiol
après la ménopause. Et voilà ce qui se passe pour l'inhibine. L'inhibine commence à diminuer depuis l'âge de la ménopause. Et ça entraîne une augmentation du FSH et du LH, comme vous le voyez ici, et en même temps que l'estradiol diminue, et l'estrone aussi diminue, mais ça reste toujours en des niveaux plus élevés que l'estradiol. Et on se rappelle de la dérivation des oestrogènes, comme on se rappelle. Voilà notre progestérone et ses cousins, soi-disant, tous les molécules qui contiennent 21 atomes de carbone. Si on enlève les deux numéros 20 et 21, on a nos androgènes. Et voilà nos androgènes qui contiennent 19 atomes de carbone. Et si on enlève le numéro 19, on aboutit à notre estradiol, qui est l'estrogène le principal qui sort de l'ovaire pendant les années reproductives. Mais ensuite, il y a l'estrone aussi qui commence à être produit selon l'androstenedione, comme vous le voyez ici dans les tissus adipeux après la ménopause. Et voilà notre estradiol, diol, c'est-à-dire 2 alcool. Il y a voilà 2 OH. L'estrone, c'est un kétone double bond O, alors c'est un estrone. Et la testostérone aussi, on a le numéro 19, le CH3 au numéro 19, c'est une molécule qui contient 19 atomes de carbone et c'est toujours un kétone, alors c'est un testostérone. La deuxième chose, c'est l'insuffisance ovarienne prématurée, ce qu'on peut appeler aussi une ménopause précoce. Précoce parce que ça arrive moins de 45 ans. Et là, bien sûr, l'estradiol est toujours bas, au moins de 150 picomol per litre, et ça, c'est accompagné des niveaux élevés de la FSH et de LH, et c'est différent du syndrome des ovaires résistants, parce qu'il y a un syndrome où les follicules primordiaux sont abondants, mais elles ne répondent pas à la stimulation de la FSH. Et cette insuffisance ovarienne prématurée est associée à d'autres endocrinopathologies. Normalement, ce sont des causes auto-immunes, parce qu'il y a des anticorps dans 50% des patients, des anticorps contre les ovaires. Et en fait, le site d'action précis est toujours inconnu. Il y a la ménopause chirurgicale, comme on vient de dire. Alors, c'est suite de l'ablation chirurgicale des ovaires. Et c'est associé à des symptômes de ménopause aiguë. Alors, c'est même si on ne fait pas l'ovariectomie, quand on fait une hystérectomie, c'est certaines patientes préménopausées, ça arrive, la ménopause est avancée par 2 ou 3 ans. C'est peut-être à cause de ce qui se passe à la circulation sanguine des ovaires. Alors, il existe toujours un débat entre est-ce qu'on doit faire l'ovariectomie chez les femmes de plus de 45 ans quand on fait l'hystérectomie ou non. Est-ce qu'on doit garder un ovaire, les 2 ovaires, ou ne pas garder d'ovaire du tout et faire une ovariectomie bilatérale. Autre cause de la ménopause, c'est par exemple l'irradiation des ovaires chez les femmes préménopausées atteintes du cancer de sein, par exemple, et les actions chimiothérapeutiques dans les cas de cancer de sein ou de lymphome, et aussi si on utilise les agonistes de la GnRH pour le traitement de l'endométriose ou des fibromes. Dans ce cas, c'est bien sûr quelque chose de temporaire, c'est une pseudo-ménopause. Alors, quels sont les effets de la carence en estrogène sur les systèmes du corps? Il y a des effets à court terme, il y a des risques à long terme, et il y a aussi d'autres effets. Alors, par exemple, si on regarde cette femme qui est en ménopause, elle peut avoir des maux de tête et des bouffées de chaleur.
les dents se relâchent et les gencives reculent. Le risque de la maladie cardiovasculaire augmente. On peut avoir des maux de dos. Le corps et les poils pubiens deviennent plus épais et plus foncés. Les os perdent de la masse et deviennent plus fragiles et peut entraîner une ostéoporose. Les cheveux deviennent plus fins et perdent leur éclat. Les seins tombent et s'aplatissent. Les mamelons deviennent plus petits et s'aplatissent aussi. La peau et les muqueuses deviennent plus sèches. L'abdomen perd du tonus musculaire et on peut avoir une incontinence à l'effort ou par impériosité. Et finalement, on peut avoir aussi une sécheresse vaginale, des démangeaisons et un rétrécissement du vagin. Et voilà les effets à court terme. Il y a les effets généraux, tout le corps, comme on a dit, les bouffées de chaleur qui sont souvent suivies de sueur et frissons froids. Il y a les sueurs nocturnes, difficulté à dormir, des changements dans le désir sexuel. C'est peut-être un effet sur la libido, de la carence de l'estrogène, ou peut-être que le sexe devient inconfortable, alors la femme évite, n'a pas le désir d'avoir des rapports sexuels. Il y a des changements psychologiques dans quelques femmes, irritabilité, anxiété et saute d'humeur, et aussi manque de concentration ou de mémoire. Bien sûr, ça n'arrive pas dans toutes les femmes, mais ça peut arriver dans un grand nombre de femmes en ménopause. Il y a les effets à court terme locaux. Par exemple, les changements vaginaux, le vagin devient plus mince, plus sèche, moins élastique et devient plus vulnérable à l'infection. Il y a des changements urinaires et alors notre femme peut avoir une incontinence d'effort et le système urinaire en général devient plus sensible à l'infection. On peut avoir des modifications de la peau devient plus sèche, plus mince et moins élastique. Il y a aussi d'autres changements comme les maux de tête, les palpitations cardiaques, augmentation des poils du visage. Et voilà par exemple l'utérus et le vagin. À gauche, c'est avant la ménopause et à droite, c'est après la ménopause. Avant la ménopause, les ovaires produisent des estrogènes, mais après la ménopause, les ovaires produisent moins d'estrogènes ou pas du tout. Avant la ménopause, la doublure vaginale est épaisse et humide. Après la ménopause, elle devient fine et sèche. Avant la ménopause, il y a une bonne circulation sanguine vers le tissu vaginal, mais après la ménopause, il y a diminution du flux sanguin vers les tissus vaginaux. Aussi, avant la ménopause, les parois vaginales sont élastiques, le liquide vaginal est sécrété pendant l'activité sexuelle. Donc, après la ménopause, l'élasticité vaginale diminue et il y a moins de sécrétion de fluide et le vagin se rétrécit et se raccourcit. Et voilà l'histologie avant la ménopause et après la ménopause. Avant la ménopause, les cellules superficielles, il y a un grand nombre de cellules superficielles, mais après la ménopause, le nombre et l'épaisseur de cette couche est très mince, comme vous le voyez, et les cellules intermédiaires sont peut-être les mêmes, les cellules parabasales. Mais la femme en ménopause perd beaucoup de ces cellules superficielles, alors le vagin devient, la paroi du vagin est très mince, comme vous le voyez. Elle peut aussi avoir une incontinence à l'effort ou par impériosité. Incontinence à l'effort est due à une augmentation de la pression abdominale sous le stress. Elle tousse, elle rit, il y a n'importe quelle cause de augmentation de la pression intra-abdominale, alors elle perd de l'urine. Alors c'est dû à la faiblesse des muscles du plancher pelvien. Au contraire, l'incontinence par impériosité, c'est dû à une contraction involontaire des muscles de la vessie. Il y a aussi des changements de la peau qui sont liés à la ménopause. La peau devient plus sèche, plus mince et moins élastique, comme on peut voir dans les mains de une très jeune fille, une femme dans la période reproductive et une femme pendant sa ménopause ou après sa ménopause. Et voilà l'histologie de la peau avant la ménopause et après la ménopause.
après la ménopause, il y a une diminution des unités pilosébacées et les cheveux gris, l'épiderme est aminci, la jonction épidermique s'aplatit, le collagène devient désorganisé et il y a une diminution de la vascularisation aussi. Les risques à long terme. Les deux risques principaux sont l'ostéoporose et la maladie coronarienne. Alors l'ostéoporose, les os deviennent moins denses, plus fragiles, plus susceptibles à se fracturer, bien sûr. Les femmes perdent en moyenne 25% de leur masse osseuse à partir du moment de la ménopause. Aussi, la maladie coronarienne résulte dû aux plaques de gras qui s'accumulent dans les parois des artères, ce qu'on appelle l'athérosclérose, bien sûr. Et cette accumulation est associée à des niveaux élevés de cholestérol dans le sang. Et voilà l'ostéoporose, voilà la matrice osseuse normalement avant la ménopause et l'ostéoporose qui peut prendre lieu après la ménopause. Et voilà la même chose, un os normal et un os en ostéoporose. Et les sites communs de l'ostéoporose sont les suivantes. D'abord, la colonne vertébrale, très importante, la hanche, le poignet, le bassin et les os du bras. Ce qui peut entraîner des fractures. Et les fractures principales, les sites communs des fractures, ce sont la fracture radiale. La femme se glisse, elle tombe, elle essaie de se redresser, alors elle a une fracture dans l'os radial. Ou elle se glisse quand on prend son bain, et alors elle a une fracture du col du fémur. Et aussi il y a des fractures vertébrales. Ce sont des petites fractures, des micro-fractures, mais le résultat, c'est que la femme commence à avoir des maux de dos et aussi la colonne vertébrale commence à devient plus courbée et la femme perd de taille. Et voilà, la colonne vertébrale, voilà, après la ménopause, ici à l'âge 55, 65 et 75, alors la colonne vertébrale devient en plus courbée, ce qui entraîne un bulge de son abdomen, comme on peut voir à cette femme âgée de plus de 75 ans. Et comme on a dit, la graisse cardiaque peut commencer à se déposer autour du cœur, dans le péricarde, la graisse épicardiaque comme on voit ici, et la graisse péricardiaque, ce qui peut entraîner des accidents de thrombose, comme on le voit ici, cardiaque. Parce qu'il y a des modifications du taux de cholestérol après la ménopause. Comme on le voit ici, ça c'est l'étude de Framingham. C'est une très grande étude en Amérique. Framingham, c'est une ville à Pennsylvanie. Et voilà, l'étude a montré que le taux de cholestérol augmente après la ménopause. Et ce n'est pas seulement le cholestérol, mais il y a toutes les lipides, voilà, le cholestérol total, le cholestérol high density, lipoproteins, le HDL cholestérol et le LDL cholestérol. Le HDL cholestérol commence à baisser, tant que le LDL commence à augmenter, et en général les triglycérides commencent aussi à augmenter. Ce qui peut entraîner l'athérosclérose. Comme on voit ici à droite, l'artère commence à être rétrécie par cette plaque athéroscléreuse qui se développe. Et alors, on peut avoir des maladies cardiovasculaires. Et voilà la prévalence des maladies cardiovasculaires entre les hommes et les femmes. Et comme vous pouvez voir, au moins de 44 ans, la prévalence des maladies cardiovasculaires est plus annoncée chez les hommes que chez les femmes.
Mais au commencement de l'âge de 45, alors la prévalence dans les femmes est plus, euh, est plus que celle dans les hommes, même jusqu'aux années de 75 ans et au-delà. Il y a d'autres effets de la ménopause, comme par exemple la mauvaise fonction de la vessie, on a déjà dit, le risque accru de la maladie d'Alzheimer, la mauvaise élasticité de peau et les rides, comme on dit, les cheveux deviennent plus minces et perdent le lustre, les dents sont brûlantes et les gencives se rétractent. Il y a diminution de la puissance musculaire, détérioration de la vision, on peut avoir une cataracte ou une dégénérescence maculaire et enfin aussi du gain de poids. Et voilà la maladie d'Alzheimer. On voit à gauche, il y a l'histologie normale et à droite, et ensuite on voit la différence entre le cerveau normal et le cerveau en Alzheimer. Il y a aussi des changements dentaires, comme je viens de dire, parce que les gencives, mais c'est de l'os. Et alors, c'est comme voir une ostéoporose dans les gencives. Alors, les dents commencent à être fragiles et peuvent se séparer facilement. Alors, quels sont les symptômes de la ménopause? Qu'est-ce que notre patiente vient nous dire? Elle peut dire qu'elle a des symptômes physiques ou des symptômes psychologiques. Alors, les symptômes physiques, la fatigue, des bouffées de chaleur, sueur nocturne, insomnie, sécheresse vaginale, fréquence urinaire, maux de tête, palpitations cardiaques et une flatulence. Il y a aussi les symptômes psychologiques de la ménopause, comme les sautes d'humeur, l'anxiété, la perte de mémoire à court terme, la manque de concentration, la perte de confiance en soi, dépression, le manque de libido. Et les anglophones aiment dire que la femme en ménopause peut avoir les 7 nains de ménopause, comme elle les appelle, the 7 stages of menopause. Elle devient itchy, bitchy, sweaty, sleepy, bloated, forgetful, psycho. Ce qu'on peut traduire qu'elle c'est une femme qui démange les garces en sueur, somnolente, gonflée, oublieuse et psycho. Ce n'est pas très gentil et ça n'arrive pas chez toutes les femmes, mais c'est une façon un peu sarcaste pour se rappeler des symptômes psychologiques qui peuvent accompagner la ménopause. Alors, comment on prend en charge un cas d'une patiente qui a des problèmes avec la ménopause, ou même si elle n'a pas de problème? D'abord, il y a la consultation, on s'assoit avec la patiente, on fait un examen, on fait le bilan, et ensuite, si on a besoin, on peut lui donner la thérapie hormonale substitutive. Et voilà, qu'est-ce qu'on lui demande? On prend une histoire complète des symptômes et on voit s'il y a un impact sur le bien-être personnel et professionnel. S'il y a des difficultés sexuelles, perte de libido, s'il y a de la dyspareunie. Et ensuite, une histoire de famille, si la famille a des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, l'ostéoporose, des fractures, la maladie d'Alzheimer. Et ensuite, on obtient une histoire gynécologique, c'est-à-dire si elle avait des interventions médicaux ou chirurgicaux, ou des interventions médicales ou chirurgicales plutôt, l'endométriose, les fibromes, s'il y a une histoire de maladie de sein, et on voit le dossier mammographique, si elle a eu ces mammogrammes dans le passé ou non, et si elle a des problèmes avec des saignements qui étaient proprement investigués. Ensuite, on fait l'examen. On fait un examen physique général pour identifier la présence de sensibilité potentielle aux oestrogènes dans la poitrine ou dans le bassin. On fait un examen du sein, des seins, et on prend l'occasion pour informer notre patiente sur les techniques de conscience du sein et de l'auto-examen.
Aussi, on fait après ça un examen pelvien pour voir s'il y a des fibromes ou des signes évocateurs d'endométriose. On fait une palpation en axiale pour examiner les ovaires, bien sûr, et on prend la pression, on fait un check sur la pression artérielle et c'est préférablement en position semi-recumbant. Et voilà l'examen de sein. On regarde s'il y a une bosse, mamelon retiré, des alvéoles, des gouttages, une rougeur ou une éruption cutanée, ou bien même les changements de peau. Alors on connaît les signes du cancer de sein et on regarde bien pendant notre examen. Et ensuite, comme je viens de dire, c'est une bonne occasion pour enseigner notre patiente et lui expliquer l'auto-examen des seins. Alors d'abord, elle doit regarder devant le miroir et voir s'il y a un changement, il y a une différence entre le sein droit et le sein gauche. Et alors, quand elle s'allonge dans le lit ou sous la douche, et avec les doigts rapprochés, elle doit sonder doucement chaque sein dans un de ces trois modèles, ou bien un mouvement en tour comme ça, c'est en faisant un cercle, ou bien on s'approche jusqu'au mamelon, ou bien de haut en bas, ou au contraire, pour voir s'il y a une petite masse qui n'est pas douloureuse. Et aussi, on peut diviser le sein en 4 tiers, et il y a le 5e tiers qui est sous le bras. Après l'examen des seins, on fait la touche vaginale. Et on aime appeler ça une palpation bimanuelle, parce que c'est bimanuel. Il y a les deux, avec les deux mains, une main et les deux doigts dans le vagin, et l'autre main compresse notre matrice entre la main droite et la main gauche. Et voilà comme on le fait. Et on prend la pression artérielle, comme je viens de dire, en position semi-recumbant. Et après ça, on fait le bilan, c'est-à-dire le dosage hormonal, le FSH, le LH, l'estradiol et la testostérone. Et on fait le lipogramme, et les frottis du col, et une échographie vaginale. Et bien sûr, on fait le dossier mammographique, savoir si elle a eu ses mammogrammes récemment ou c'est le temps pour faire une autre mammographie. Et enfin, on fait la DEXA, Dual Energy X-ray Absorptiometry, absorptiométrie à rayon X à double énergie, pour savoir si elle a de l'ostéoporose. Et voilà, si on fait le dosage de la FSH, alors on doit trouver que les FSH et les LH sont au-delà de 20 unités internationales, ou bien notre femme n'est pas encore dans son ménopause, elle peut devenir enceinte par exemple. Le lipogramme qu'on a vu déjà, on fait le dosage de la cholestérol total, le HDL, le LDL et les triglycérides. On fait aussi les frottis du col et pour voir s'il y a des changements dans les cellules du col. Et on fait une échographie vaginale pour savoir s'il y a un fibrome, un kyste ou n'importe quoi qui peut avoir un effet sur notre traitement. Et la mammographie, comme je viens de dire, si elle est due avoir une nouvelle mammographie. Et enfin, l'absorptiométrie à rayon X à double énergie pour savoir la densité des os. Alors les résultats, comme vous le voyez à gauche, ou bien c'est dans la zone verte qui est bien, ou la zone jaune qui veut dire que notre femme a une ostéopénie, ou la zone rouge où elle a de l'ostéoporose. Et voilà, on fait ça normalement dans 3 parties principales. Le col du fémur et aussi le poignet et enfin sur la colonne vertébrale.
Et comme vous voyez, c'est le résultat de cette femme, par exemple, est dans la zone jaune. Alors, on peut dire qu'elle a commencé à avoir une ostéopénie et peut-être on peut voir ce qu'on peut faire pour cette femme. Parce que il y a des femmes qui ont besoin de la thérapie hormonale substitutive. Et alors, quels sont les principes de cette thérapie et quelles sont les préparations qu'on peut utiliser, les voies d'administration et s'il y a des contre-indications et comment on fait avec une femme qu'on a déjà commencé sur cette thérapie hormonale substitutive. Alors, les principes sont les suivantes. Et que chez les femmes qui ont toujours le l'utérus, l'estrogène seul peut conduire à l'hyperplasie et néoplasie de l'endomètre. Ça peut entraîner un cancer de l'endomètre. Alors on ne peut pas donner de l'estrogène inopposé. On doit ajouter de la progestérone. Si les femmes, si notre femme a subi une hystérectomie, alors peut-être l'estrogène seul peut suffire. Mais chez les femmes qui ont toujours l'utérus, l'administration de la progestérone ou d'un progestatif, c'est-à-dire un médicament qui ressemble à la progestérone, pendant 12 jours par mois, est nécessaire pour éviter le cancer de l'endomètre. Et enfin, cette THS peut être livrée d'une façon cyclique ou en continu, et parfois on a besoin d'ajouter un androgène pour traiter la diminution du libido. Et voilà, quelles sont les préparations qu'on utilise dans notre traitement hormonal substitutif? C'est en général les estrogènes et la progestérone, les progestatifs, et comme je viens de dire, on a besoin d'ajouter des androgènes. Mais il y a aussi les SERM. SERM, c'est Selective Estrogen Receptor Modulators, des modulateurs sélectifs des récepteurs aux estrogènes. Je vais expliquer maintenant. Et il y a aussi les préparations, les préparatifs gonadomimétiques dont on va parler. Alors, l'estrogène, principalement, c'est l'estradiol valérate de l'estradiol valérate. Mais aussi, il y a les estrogènes conjugués équins et il y a l'estrone. Les estrogènes conjugués équins, ce sont des estrogènes, comme on peut comprendre, qui viennent de l'urine d'un cheval qui était enceinte. Et ensuite, cet médicament existe dès les années 1920. Alors, dans ce temps, il n'y avait pas eu la FDA, la Fédération des Food and Drug Administration dans les États-Unis. Alors, ces médicaments étaient présents sur le marché dès ce temps et les patientes les prenaient, elles se sentaient bien avec ce médicament et a continué. Mais dans les années 80-90, il y a une grande étude qui a été faite. On a dit comment on a utilisé ce médicament pour toutes ces années sans faire une étude randomisée. On doit faire une étude randomisée de laquelle on va parler maintenant. Et cette étude randomisée a découvert que ces traitements, on ne sait pas exactement quel genre d'estrogène existe. C'est un mélange d'estrogènes, des estrogènes conjugués équins. Et alors, ce qui a eu un grand effet sur la façon qu'on utilise notre THS aujourd'hui. Et voilà notre progestérone, comme on se rappelle, c'est une molécule de 314 de masse moléculaire, 21 atomes de carbone. Mais ici, il y a aussi les progestatifs. Le problème avec la progestérone, c'est que c'est détruit dans le système alimentaire. Alors, on ne peut pas prendre la progestérone comme elle est comme ça et l'avaler. Ça va être détruit. Et alors, ou bien on prend une préparation vaginale, ou bien on la prend de manière intramusculaire. Si on la prend de manière intramusculaire, ça doit être chaque jour, parce que l'effet est très court. Alors, les laboratoires pharmaceutiques ont venu avec les progestatifs, qu'on appelle en anglais les progestins ou parfois les progestogènes.
Alors, ces progestatifs, il y a des progestatifs qui viennent d'une base des molécules qui contiennent 21 atomes de carbone ou des androgènes qui contiennent 19 euh, atomes de carbone ou bien de la spironolactone comme le drospérinone par exemple. La plupart de ces progestatifs, on les utilise dans nos contraceptifs oraux, mais il y a de ceux qu'on peut utiliser aussi dans notre traitement hormonal substitutif. Et aussi, on a les androgènes qui sont utilisés dans notre traitement parce qu'elles peuvent restaurer la libido et résoudre les bouffées de chaleur aussi persistantes et augmenter la densité osseuse. Et on peut avoir notre patient peut avoir des comprimés par voie orale comme le 17 alpha-méthal testostérone, comme on le voit ici. C'est par voie orale ou parfois par des taches transdermiques ou même un gel. Il y a aussi les Selective Estrogen Receptor Modulators, comme je viens de le dire, les SERM. Alors, ces médicaments ont des effets estrogéniques dans certains tissus, mais des effets anti-estrogéniques dans d'autres tissus. Parce qu'on se rappelle que l'estrogène, l'estradiol et les estrogènes, il y a deux récepteurs d'estradiol, par exemple, il y a le alpha et le bêta. Alors, il y a des médicaments qui stimulent, par exemple, le récepteur alpha, mais qui inhibent le récepteur bêta, comme par exemple le raloxifène. Alors, le raloxifène peut avoir un effet bénéficiaire sur les os, mais sans affecter notre endomètre, sans entraîner une prolifération de notre endomètre ou un cancer d'endomètre. Alors, elles agissent comme des estrogènes sur les os, mais comme un anti-estrogène sur la muqueuse de l'utérus. Il y a aussi les préparatifs gonadomimétiques, comme par exemple la tibolone. Alors, le tibolone, c'est une stéroïde de synthèse. Elle a une activité estrogénique, progestéronique et androgénique en même temps. Et la dose est de 2,5 mg par jour. Et voilà les médicaments. Quelle est la voie d'administration alors? On peut avoir nos médicaments par voie orale, par voie transdermique, implantation sous-cutanée, par voie vaginale, injection intramusculaire et enfin il y a des dispositifs intra-utérins aussi. Et voilà l'administration par voie orale, comme on le voit ici à gauche. Nos médicaments, les premiers 16 comprimés sont seulement sous forme d'estrogène et ensuite depuis le jour 17 il y a 12 jours où notre femme va prendre la progestérone, la pilule grande, l'estrogène, la pilule grande et aussi de l'estrogène dans la pilule, la petite pilule. Alors, l'administration par voie orale, on a l'estradiol qui devient converti dans le foie en histrone. Et alors, ça nous donne un rapport de 2 à 1 ou 1 à 2, 1 estradiol à 2 histrone, ce qui est le rapport normal ou près de normal dans l'âge de la ménopause. Et voilà, cet médicament peut être pris à n'importe quel moment du jour. C'est bien bon marché et bien toléré. Mais il y a toujours un risque un peu élevé de thromboembolique veineux. Ça augmente de 1,5 à 3,5 par 10 000 femmes par an. C'est toujours rare, mais ça augmente très peu. Et ça peut être donné de deux façons. Ou bien notre patiente prend cet médicament pour 3 semaines sur 4. Dans ce cas, elle aura des règles dans la semaine où il n'aura pas de traitement. Ou bien elle peut le prendre chaque jour en continu. Mais comme je dis, avec 12 jours de progestérone par cycle. Il y a aussi l'administration transdermique. Ces taches transdermiques peuvent être attachées à la peau, comme on le voit, et voilà
notre médicament passe directement dans la circulation systémique et alors ça évite le premier passage hépatique, ce qui nous permet d'utiliser des doses très petites parce que quand on a ce passage hépatique, il y a une grande quantité de notre médicament qui est détruite dans le foie. Et alors, ces tâches transémiques peuvent être utilisées 2 fois par semaine et alors le taux plasmatique est atteint après de 4 heures. Il y a aussi des implantations sous-cutanées. C'est normal limité aux patientes avec l'hystérectomie parce que c'est de l'hystrogène seul. Alors la pastille de l'hystrogène est déposée dans le tissu sous-cutané du bas de ventre court en utilisant cette aiguille. Alors l'introduction est facile et voilà, on fait une vérification annuelle du estradiol qui doit être toujours au moins de 1000 picomoles par litre. Il y a aussi l'administration par voie vaginale qui peut être une crème, un pessaire ou un comprimé vaginal. Et c'est particulièrement adapté pour nos femmes avec des symptômes d'origine génito-urinaire, ce qui peut traiter les symptômes locaux. Il y a aussi les injections intramusculaires qui ne sont pas utilisées fréquemment. Il y a aussi les dispositifs intra-utérins qui contiennent de la progestérone. C'est de l'ivonorgestel en fait, et alors on ajoute notre estrogène par voie orale dans ce cas. Et comme je vous rappelle, il y a toujours une nécessité chez les femmes qui ont leur utérus d'avoir de la progestérone au moins de 12 jours par mois pour éviter le cancer de l'endomètre. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Oui, il y a des contre-indications absolues et il y a des contre-indications relatives. Les contre-indications absolues sont peut-être les suivantes. Une grossesse, par exemple, une grossesse présente ou soupçonnée, une suspicion du cancer de sein ou du cancer de l'endomètre, une maladie aiguë active du foie, une hypertension non contrôlée, la thrombembolique veineuse confirmée. Dans tous ces cas, on ne doit pas utiliser de l'hystrogène. Aussi, il y a des contre-indications relatives. Par exemple, la présence de fibromes utérins. Il y a des médecins qui n'aiment pas utiliser la THS pour ces patientes. Des antécédents de maladies bénignes du sein, thrombembolique veineuse non confirmée, maladie de foie chronique stable. Alors, dans ce cas, on n'aime pas donner nos médicaments par voie orale, par exemple. Il y a le migraine aussi qui peut être une contre-indication relative. Et enfin, si on a une patiente qui a déjà commencé la THS, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il y a toujours l'examen initial duquel on a parlé, où on prépare notre patiente pour les symptômes expectés et on demande de la voir après 3 mois. Et voilà, après 3 mois, on doit avoir une disparition des symptômes de la ménopause. Sinon, on peut être augmenté notre médicament, changer notre médicament et tout ça. Et ensuite, on doit avoir un examen à 6 mois ou le plus tard chaque année. Et voilà l'examen annuel. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un examen du sein, sauf si les auto-examens et les mammographies sont réguliers. Elle a fait ses mammographies et tout est bien. Alors, bien, on fait la tension artérielle, on doit la vérifier. Un examen pelvien, bien sûr, pour voir s'il y a des saignements imprévus qui nécessitent une échographie ou une hystéroscopie biopsie, parce qu'une hystérographie peut nous montrer, par exemple, que notre endomètre a commencé à être épais. Dans ce cas, on doit faire une biopsie avec l'hystéroscope ou avec une pipelle, par exemple. Ensuite, on doit faire un examen du système nerveux parce que le TSH a normalement un effet favorable pour la prévention de la démence, mais pas pour le traitement de la maladie d'Alzheimer déjà établie. Et enfin,
deux mots sur cette étude qu'on appelle le WHI, Women's Health Initiative, l'initiative sur la santé des femmes. Alors, c'est une étude qui a été faite entre les États-Unis et l'Europe, en particulier le Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'était une étude sur 160 000 femmes âgées de 50 à 79 ans. On a trouvé en Amérique en particulier un risque accru d'infarctus du myocarde, crise cardiaque, c'est-à-dire un risque accru d'accident vasculaire cérébral, un risque accru de thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire, un risque accru de cancer du sein. Et ce qui a fait que cette étude a été stoppée avant de la continuer en Amérique. On a aussi constaté qu'il y avait une diminution du risque de cancer colorectal et moins de fractures, bien sûr. Mais les résultats étaient contradictoires entre les patientes en Amérique du Nord et les patientes en Europe. Alors, il y avait une grande confusion et tout le monde a été prudent et on a arrêté pour quelque temps d'utiliser le traitement hormonal substitutif. Mais avec plus d'analyses, on sait maintenant qu'il y avait une contradiction entre les patientes aux États-Unis. Les États-Unis avaient enrôlé des patientes assez âgées après leurs soixantaine ans, bien qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, on avait commencé le traitement juste après la ménopause. Alors les résultats étaient différents. Alors quelles sont les recommandations maintenant, par exemple par le Collège royal de gynéco-obstétrique en Angleterre? D'abord, les médecins doivent adapter le traitement individuellement à chaque patiente. On ne peut pas donner un médicament fixe pour tous nos patientes. Non. Alors on doit aussi commencer la TSH à la survenue précoce de la ménopause et la continuer pour quelques années par exemple. La TSH comporte peu de risques chez les femmes en bonne santé et la TSH confère un avantage à la solidité des os et une réduction du risque de cancer de côlon. On doit bien sûr se rappeler de ça. Et les femmes doivent toujours être informées du type, de la dose, de la mode d'administration et les effets secondaires et la durée de la THS. Et voilà, je termine ma présentation et je vous remercie.